Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler de tout l'aspect médical de la grossesse, trimestre par trimestre et même un petit peu avant. Je vais pas du tout parler de l'après parce que je n'y suis pas encore, je suis en train de terminer mon 3e trimestre, donc là je suis au bout de tout ce qui est médical, les nouveaux examens à faire, etc. Mais on va essayer de faire un petit peu d'ordre chronologique et je vais aussi essayer de vous expliquer comment et pourquoi on a choisi les professionnels de santé qui nous ont suivis, parce que j'ai quand même été suivie en tout par 3 sages-femmes, sans compter le suivi à l'hôpital et le médecin, la médecin. Toutes sont des femmes. Je vais tout genrer au féminin parce que pour moi tous mes professionnels sont des femmes, mais bien sûr il y a le pendant masculin qui existe. On ne dit pas sage-homme d'ailleurs. Est-ce que vous le saviez? Parce que moi je l'ai appris pendant cette grossesse. En fait, sage-femme, ça veut dire celui ou celle qui a la sagesse de la femme. Donc, on dit un sage-femme ou une sage-femme, mais pas une sage-femme et un sage-homme, parce que dans ce cas-là, ce serait pas le même métier. C'est un andrologue, non? Alors, je vous en avais déjà un petit peu parlé dans tout ce qui était premier trimestre et même le avant, du coup, le côté conception, désir d'enfant. Pour moi, une grossesse ne commence pas au moment où on a un test positif, mais ça commence bien avant, dès le désir d'avoir un enfant en fait. Et justement, dès ce moment-là, on peut commencer à avoir des examens médicaux. Je vais vous parler des 2 choses que nous on a fait et qui ont été importantes à mon sens. Le premier avec la sage-femme qu'on avait décidé de prendre pour notre suivi global, et je vous explique juste après pourquoi. C'est un rendez-vous préconceptionnel. Ce rendez-vous-là, il va servir un petit peu déjà à faire connaissance si vous ne connaissez pas encore cette sage-femme, parce que moi j'étais suivie par une sage-femme pour toute la partie gynéco avant d'être enceinte. Et le seul souci que j'avais avec cette sage-femme, c'est qu'elle n'est pas échographiste. Toutes les sages-femmes ne font pas les échographies de grossesse, ou les échographies tout court d'ailleurs, pas forcément que de grossesse, puisque ça nécessite une formation supplémentaire, du matériel supplémentaire, etc. Et la sage-femme qui me suivait depuis plusieurs années ne fait pas les échographies. Donc je me suis tournée vers quelqu'un d'autre, et cette autre personne travaille aussi dans un cabinet médical, le même cabinet médical que ma médecin traitant. Voilà pourquoi je l'ai choisi, parce que les dossiers communiquaient, c'était beaucoup plus simple pour le suivi, et elle faisait aussi les échographies. C'est pour ça que je l'ai choisi. Donc le rendez-vous préconceptionnel, dans un premier temps pour moi, pour nous en tant que couple, ça a été de prendre contact avec cette personne, de voir comment on se sentait avec cette personne, quel était le feeling, est-ce qu'on avait envie finalement de faire suivre cette grossesse par cette personne-là qu'on rencontrait à ce moment-là. Le feeling est plutôt bien passé, elle nous a posé plein de questions qui a permis de constituer un premier dossier et aussi de marquer en fait une sorte de date à laquelle la conception va commencer, en tout cas les essais vont commencer. Cette date elle est importante dans le cas où les essais ne fonctionnent pas. Elle nous avait bien expliqué que c'est au bout de 1 an d'essais infructueux qu'ils mettront quelque chose en place au niveau de l'hôpital, du soutien de la fertilité, PMA ou autre. Voilà, donc ça notait un petit peu cette date-là comme commencement de l'histoire. Pendant cet entretien, on a rapporté nos 2 carnets de santé et on a parlé de nos antécédents de santé à nous, nos antécédents de santé familiaux. En fait, le but c'est un peu de détecter tout ce qu'il va falloir contrôler particulièrement pendant la grossesse. Par exemple, s'il y a des pathologies cardiaques des 2 côtés sur plusieurs générations, a priori on va faire un focus plus particulier sur le pan cardiaque de maman et bébé pendant la grossesse, puisque c'est un facteur à risque. Pareil pour le diabète, pareil pour tout un tas de pathologies, des maladies auto-immunes ou peu importe, il y a plein de choses qu'il faut noter, savoir et contrôler le cas échéant. On a aussi un peu pu parler de comment ça allait se passer au cas où j'aurais un test positif, qu'est-ce que je devais faire concrètement, à partir de quel moment est-ce que je devais prendre rendez-vous. Elle m'a déjà prescrit aussi des acides foliques que j'ai dû prendre déjà dès le moment de la conception, puisque c'est important pour le tube neural. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je suis pas médecin, mais c'est important pour le tube neural du bébé qui va former en fait la base vraiment de l'enfant. Dans le premier trimestre, en général, il y a de l'acide folique qui est prescrit aux femmes et dans mon cas, c'était nécessaire.
Et au même moment, dans les jours qui ont suivi, on a fait ce même check-up chez le médecin généraliste, la médecin généraliste. Parce qu'en fait la sage-femme peut prescrire des choses pour maman et bébé, mais pour monsieur c'est un peu plus compliqué. Donc on est allé chez le médecin généraliste qui nous a donné toute une liste d'indications, de trucs à vérifier. Les vaccins, on avait vérifié si on était à jour dans les vaccins pour monsieur et pour moi, et notamment tout ce qui est tétanos, coqueluche et tout le... C'est un gros morceau là qui est à faire au 3e trimestre si on n'est pas à jour. Moi en l'occurrence j'allais sur mes 25 ans donc c'était nécessaire. Ensuite on arrive au fameux 1er trimestre puisque le test est positif. On a tout d'abord une prise de sang à faire pour confirmer que le test positif urinaire est bien valide. Cette fois-ci c'est une prise de sang qui examine le taux de β-HCG, c'est-à-dire le taux d'hormones β-HCG qui sert à mesurer si on est enceinte ou non. À partir d'un certain taux c'est qu'on est enceinte, et après chaque semaine ce taux augmente jusqu'à on va dire à peu près 13-14 semaines où il atteint une plateforme et il commence à redescendre petit à petit. Je crois qu'on en a parlé dans la vidéo du 1er trimestre. Donc cette prise de sang, après je l'ai rapportée à la sage-femme, lors de l'échographie de datation. L'échographie de datation, on l'a fait à peu près à 9 semaines aménorrhées. Il y avait plusieurs dates qui étaient prises en compte à ce moment-là. La première c'est la date des dernières règles. La deuxième c'est la date de conception qui du coup va être calculée pendant cette échographie de datation. Et par conséquent la date de terme, la date prévue d'accouchement à partir de ces 2 premières dates. Donc je vous l'avais dit dans la vidéo sur le côté administratif, c'est trop important de connaître ces 3 dates là par cœur parce qu'on va vous les demander tout au long de votre grossesse, tout au long de tous vos trucs médicaux, administratifs, etc. On va toujours vous demander tour à tour soit la date de début des dernières règles, soit la date de conception, soit la date de terme. Ça dépend des professionnels, ça dépend des administrations. Ces 3 dates sont trop importantes et donc elles vont être plus ou moins déterminées à ce moment-là de l'échographie de datation, qui n'est pas obligatoire mais qui est sympa à faire je trouve, parce que déjà ça rend le truc plus concret et ça nous sert un petit peu à nous situer aussi au niveau des dates. Mais c'est assez étrange parce que déjà c'est une échographie qui se fait très tôt dans la grossesse, donc elle ne peut pas être faite sur le ventre avec la sonde qu'on a l'habitude de voir. C'est une échographie qu'on appelle endovaginale, donc qui va à l'intérieur du vagin comme son nom l'indique. Donc c'est un petit peu spécial comme échographie. Et surtout c'est très particulier parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose, on voit une poche. J'essayerai de vous trouver des photos sur internet de ce genre d'écho. On voit une poche, on voit un petit grain de riz de quelques millimètres, genre 3-4 mm, un truc comme ça, c'est minuscule. Et c'est vraiment abstrait et concret en même temps. C'est très étrange comme moment. Et donc c'est un peu le go de l'histoire puisque c'est le premier rendez-vous avec la sage-femme une fois que je suis enceinte, avec confirmation par prise de sang, avec confirmation par échographie. Et alors là il y a parfois des traitements qui peuvent être mis en place selon ce qui est nécessaire pour votre état de santé. Et il y a aussi le bilan, le bilan sanguin et urinaire mensuel que vous allez devoir faire tous les mois jusqu'à la fin de la grossesse. Et ça je pense que c'est le truc que j'ai le plus détesté, c'est d'aller tous les mois au labo, faire cette prise de sang, faire cette analyse urinaire. C'est vraiment pénible, c'est nécessaire, mais je trouve que c'est super pénible. J'ai l'impression de m'être fait piquer de partout pendant cette grossesse. On continue d'avancer un petit peu dans la grossesse et quelques semaines plus tard, on a la fameuse échographie du 1er trimestre qui se situe à peu près vers 12-13 semaines aménorrhées, 14 semaines aménorrhées. Et c'est une échographie qui est plus longue, qui est très fortement conseillée, qui est 100% prise en charge aussi par la sécurité sociale et qui va servir notamment à mesurer un petit espace dans la nuque du bébé qu'on appelle la clarté nucale. Cette clarté nucale, elle va servir à faire tout un tas de calculs avec la taille du bébé, etc. qui vont servir à déterminer le risque de trisomie
pour cet enfant. Il y a deux choses qui rentrent en compte, c'est cette mesure de clarté nucale, donc dans la nuque, c'est un espace dans la nuque qui se voit à l'échographie, si bébé veut bien le montrer. Et une prise de sang qui est proposée, qui n'est pas obligatoire, qui est fortement recommandée et qui est aussi prise en charge par la sécurité sociale en France. Donc cette prise de sang, pareil, elle va déterminer quelque chose qui va être rentré dans un ordinateur pour faire des calculs que nous, je sais pas du tout quels sont ces calculs là. Et ensuite ça va vous donner, par exemple, vous avez une chance sur 1745 que votre enfant soit porteur de trisomie. Et après on peut demander s'il y a un petit doute ou quoi, on peut aussi faire une prise de sang complémentaire ou un prélèvement de liquide amniotique pour faire des analyses encore plus poussées, mais c'est seulement si c'est nécessaire, et donc ça c'est la sage-femme ou gynéco ou autre qui le proposera en cas de besoin. À savoir que ces résultats là, on ne les reçoit pas. Quand on va faire une prise de sang, on reçoit les résultats dans les 24-48 heures par mail, par courrier ou quoi que ce soit, mais ils nous sont donnés. Cette prise de sang et ce résultat vis-à-vis de la trisomie ne nous est pas donné. C'est le professionnel de santé qui le reçoit, il faut patienter 1 à 2 semaines à peu près. Et ensuite, ce qu'on nous avait dit, c'est une fois que les professionnels ont les résultats, ils vont soit nous envoyer par mail les résultats en nous disant tout est bon, c'est bon, on s'arrête là. Soit ils vont nous téléphoner pour nous dire il faut venir au cabinet. Il faut venir au cabinet, quand elle m'a dit ça, je l'ai regardé, je dis oui mais en fait en gros soit vous nous envoyez un mail et tout va bien, soit vous nous appelez et c'est la catastrophe. Et elle nous a expliqué que non, en fait des fois c'est juste parce que il faut faire des examens complémentaires parce qu'il y a un petit doute ou parce qu'il y a un problème dans l'analyse ou quoi que ce soit. Ça veut pas forcément dire que oui il y a beaucoup de chances pour que l'enfant soit atteint de trisomie et donc bah voilà, c'est bon, c'est un peu le coup près qui tombe quoi. Alors que pas forcément. Donc l'appel ne doit pas forcément être stressant, hein. Pour notre part tout s'est bien passé, donc elle nous a pas téléphoné, on a reçu les résultats par mail qui sont très compliqués à lire je trouve. Pour revenir dans les choses un petit peu plus joyeuses, disons, cette première échographie c'est aussi l'occasion pour la première fois de voir réellement un petit bébé en fait, parce que l'échographie de datation c'est vraiment comme un grain de riz, alors que là on voit vraiment un bébé. Encore une fois je vais essayer de vous trouver des exemples sur internet, aucune des échographies que je mets dans cette vidéo ne sont les miennes, c'est vraiment des exemples que j'ai trouvés sur internet. C'est un petit bébé, on voit très bien en fait l'entièreté du bébé parce qu'il est encore très petit, il mesure quelques centimètres, on voit plein de choses. C'est assez impressionnant parce que là pour le coup c'est la première réalisation en quelque sorte. C'est aussi là où on entend le cœur parce que ça y est il devient assez formé pour pouvoir bien l'entendre. Et on le voit même un petit peu battre. On voit bien les os, les côtes, la colonne et tout, c'est assez impressionnant. Et ouais, c'était vraiment une échographie que j'ai trouvée impressionnante à plusieurs points de vue. Impressionnante du point de vue du développement du bébé bien sûr, impressionnante dans le fait de réaliser que il y a ça à l'intérieur de mon corps et c'est moi qui suis en train de fabriquer ça. Et ça j'ai trouvé ça complètement dingue. Et aussi impressionnant dans le sens, mais là c'est la claque, tu peux pas ne pas réaliser. C'est devant tes yeux. C'est là quoi, et tu entends le cœur, tu entends les mouvements, tu entends, tu vois bouger, enfin c'est trop spécial comme sensation, c'est difficile à expliquer, mais ouais c'est vraiment impressionnant, c'est le premier truc impressionnant on va dire dans les examens médicaux, mais dans le bon sens du terme. Et pour terminer, au premier trimestre, on a aussi commencé en fin de premier trimestre l'aptonomie. L'aptonomie c'est une forme de préparation à la naissance, à la parentalité. C'est un accompagnement tout à fait spécial, j'essayerai peut-être si j'y arrive d'en faire une vidéo à part entière, mais c'est un accompagnement spécifique qui me faisait très envie, qui se fait forcément à 3, donc bébé, maman et une tierce personne, en l'occurrence pour nous le papa. Et c'est une discipline qui se commence tôt dans la grossesse. Elle n'acceptait pas de nouveaux patients au-delà de 20-25 semaines aménorrhées il me semble. Donc ça commence tôt, plus on commence tôt mieux c'est d'après les praticiens. Et c'est un
truc que j'ai vraiment beaucoup aimé faire. Je vais pas rentrer dans les détails ici parce que j'aimerais vraiment pouvoir y consacrer, si j'y arrive, une vidéo à part entière. Mais voilà, on a commencé ça aussi au moment du premier trimestre. Dernière chose importante, pour le premier trimestre, il y a une chose qui est absolument faite dès la première prise de sang si vous ne l'avez pas encore fait, c'est votre carte de groupe sanguin. Cette carte de groupe, il va falloir la garder très précieusement parce qu'elle vous sera demandée très régulièrement, surtout dans tout ce qui va être hôpital si vous accouchez en maternité. Cette carte de groupe, elle est trop importante, mais elle ne vous sera pas envoyée. Vous n'allez pas recevoir les résultats de votre carte de groupe par mail avec le reste de vos analyses si vous faites comme moi tout en un. Vous devez absolument chercher votre carte en laboratoire parce qu'elle vous est donnée, imprimée, plastifiée et tout. Le deuxième trimestre arrive et les complications, on va dire, arrivent aussi avec. Complications, c'est un grand mot, mais en gros il y a toujours les analyses mensuelles sanguines et urinaires. Et au 6e mois, on se retrouve, parfois un petit peu avant aussi, on se retrouve avec le fameux test de diabète gestationnel à faire pendant le deuxième trimestre. C'est pour ça que je dis ça se complique un petit peu. C'est un test que je trouve affreux, vraiment affreux, à savoir que vous vous rendez au laboratoire le matin à jeun de 12 heures. Déjà 12 heures c'est long. En tout cas pour moi c'est long, je suis affamée très facilement, enceinte c'est encore pire, donc là 12 heures c'est long. Déjà je me sens pas très bien. Vous êtes piqué une première fois, on vous prélève un premier tube de sang pour regarder votre glycémie à jeun. Ensuite on vous donne un espèce de flacon et vous devez le boire d'une traite, ou presque. Cette solution est infecte. Et encore j'ai eu de la chance parce que ça dépend des labos, mais des fois on vous propose avec des goûts. Moi c'était nature parce qu'il n'y avait pas le choix. Je sais qu'il y a des labos qui proposent avec saveur orange, saveur citron, saveur fraise ou je sais pas quoi. Apparemment c'est encore pire quand il y a un goût. Ça je sais pas, je l'ai pas testé mais c'est les témoignages que j'ai entendus. Et donc moi j'ai eu nature. C'est une sorte de solution très épaisse. Elle est l'équivalente à 75 grammes de sucre d'un coup. Donc ça fait un shot à votre corps qui est phénoménal. Si en plus vous êtes un peu sensible au sucre, c'est juste fou l'effet que ça fait. En tout cas moi ça m'a mis trop mal, j'ai eu des vertiges immédiatement, je me sentais super mal. J'ai détesté ça, j'aime pas les grosses quantités de sucre, je suis très vite écœurée. Alors là non seulement la boisson est écœurante, mais en plus ça t'explose ton quota de sucre en 3 secondes, c'est mortel, vraiment j'ai détesté ça. Donc ensuite vous êtes dans la salle d'attente ou dans une pièce si vous avez de la chance, moi il n'y avait pas de place donc j'étais en salle d'attente sur une chaise où on m'avait bien relevé les pieds parce que je commençais à devenir bien blanche et à pas du tout supporter ce shot de sucre. Donc pareil, à jeun de 12 heures encore une fois, fallait pas que je tombe dans les pommes parce que si vous tombez dans les pommes, si vous vomissez, on recommence tout. C'est invalide et on recommence. Donc vous devez revenir le lendemain et refaire tout ce truc. Moi j'ai dit c'est hors de question que je boive cette solution 2 fois. Donc je vais l'avaler et je vais tenir le choc et on n'en parlera plus. Donc je l'ai bu, je me suis posée pendant 1 heure en salle d'attente. Au bout d'1 heure on vous rappelle, on vous reprélève un tube de sang et vous repartez en salle d'attente encore. Et 1 heure plus tard, donc 2 heures après avoir bu la solution, on vous repique une 3e fois pour reprendre un tube de sang. Donc à jeun, vous buvez la solution ensuite, 2e piqûre 1 heure après, 3e piqûre 2 heures après votre arrivée au labo. Pendant tout ce temps, vous n'avez pas le droit de boire, vous n'avez pas le droit de manger, vous n'avez même pas le droit de mettre un pied hors du labo, sinon c'est invalide, vous recommencez. Donc déjà c'est très long. En plus c'est affreux au goût, vous avez une sensation pâteuse dans la bouche dégueu. Et en plus de ça, pour ceux qui boivent beaucoup d'eau comme moi, ça me fait quand même une matinée entière où j'ai pas bu une goutte. J'avais trop soif, c'était affreux en plus avec ce sucre comme ça. Burk. Si vous avez de la chance, votre prise de sang va revenir en indiquant que votre taux de glycémie était ok avec à jeun 1 heure et 2 heures après la prise du truc. Si vous n'avez pas de chance, comme moi, et ben il y a une ou plusieurs de ces valeurs qui reviennent trop hautes et dans ce cas là vous êtes considéré comme
ayant un diabète gestationnel. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai dit les embrouilles commencent au deuxième trimestre, c'est parce que le diabète gestationnel s'est déclaré chez moi. Alors que j'ai pas de souci de diabète en temps normal. Donc ça c'était au 6e mois, c'était la fin du deuxième trimestre. Donc je vais quand même rembobiner un peu l'histoire et revenir en arrière pour vous dire que le 4e mois, on a eu un entretien prénatal précoce. Cet entretien-là, il se fait à peu près au 4e mois, il est très fortement recommandé et pareil, il est pris en charge par la sécurité sociale. Il se fait avec votre gynéco ou une sage-femme et c'est là où je vous dis, j'ai eu plusieurs suivis sage-femme. C'est que notre sage-femme échographiste qui nous faisait le suivi mensuel ne faisait pas du tout ce genre de rendez-vous là parce qu'elle ne prenait pas les cours de préparation à l'accouchement. Et c'est mieux de faire avec le même professionnel de santé cet entretien prénatal précoce avec ceux qui vont vous faire les cours de préparation à l'accouchement. Parce que cet entretien prénatal précoce, il sert à discuter un petit peu de toute la grossesse, comment ça se passe, comment on le vit. Et il sert aussi à envisager l'après, à parler de la suite de la grossesse, à parler des cours de préparation à l'accouchement, à la parentalité, à parler aussi du postpartum, de qu'est-ce qui est prévu pour après. Dans cet entretien-là, on nous a parlé de postpartum, on nous a parlé de mode de garde pour l'enfant. Très bizarre, c'est un truc que je n'arrive toujours pas, je suis en fin de grossesse et je n'arrive toujours pas à réaliser que je vais confier mon bébé qui est encore à l'intérieur de moi. C'est vraiment trop étrange pour moi. Mais on nous a parlé de mode de garde, on nous a parlé de contraception post-grossesse, on nous a parlé d'énormément de sujets en fait qui sont pas forcément abordés dans un suivi de grossesse mois par mois parce qu'il y a beaucoup de choses à aborder pendant ces suivis là. Donc c'était vraiment un endroit où on pouvait poser toutes les questions sans limite en fait. Il n'y avait pas de limite de temps, il n'y avait pas de limite de ben là c'est trop tôt pour parler de ci ou ça. Vraiment on a pu parler de choses même vraiment dans le futur. C'est aussi un moment pour parler de nos appréhensions, de nos craintes, de nos questionnements, de projets de naissance, de plein de choses comme ça. Pour moi c'était important qu'on aille à ce rendez-vous à deux et pour monsieur aussi. Enfin on a eu beaucoup de chance, c'est qu'on a pu faire tous les rendez-vous pendant toute la grossesse à chaque fois tous les deux. Donc ça c'était vraiment super d'un point de vue emploi du temps, ça a parfaitement matché. Donc on était à deux et c'était un moment où on pouvait tous les deux parler de nos ressentis parce qu'on vit pas du tout nécessairement, une femme et un homme ne vivent pas la grossesse de la même manière parce qu'il se passe pas les mêmes choses en eux, parce qu'il se passe pas les mêmes questions ou alors les mêmes questions mais pas au même moment. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont possibles et très appréciables de déposer ce jour-là pendant cet entretien prénatal précoce. Et donc pour moi c'était important de trouver quelqu'un en qui j'avais complètement confiance pour pouvoir parler de toutes ces choses là. Donc je me suis retournée vers la sage-femme qui me suivait depuis plusieurs années et où je savais, parce qu'on s'était déjà vu quand on a parlé projet grossesse etc, je savais qu'elle faisait ses entretiens prénatals, je savais qu'elle faisait les cours de préparation à la naissance et à la parentalité et qu'elle s'occupait aussi des visites en postpartum. Donc pour moi c'était tout à fait complémentaire et mes deux sages-femmes m'ont bien expliqué, autant celle pour la prépa que celle pour le suivi et les échographies, qu'elles avaient tout à fait l'habitude de travailler en binôme pour les différentes choses de la grossesse parce que bah, simplement elles sont pas spécialisées dans tout, une est plutôt spécialisée en échographie, l'autre plutôt dans d'autres domaines et que c'était tout à fait ok de faire le suivi chez deux personnes différentes. En plus de ça elles se connaissent donc pour moi c'était vraiment parfait. J'étais pas au courant avant de prendre la décision mais c'était encore mieux. Si c'est quelque chose qui est important pour vous, vous pouvez poser la question en fait à la sage-femme qui vous suit: avez-vous des personnes à me recommander? Parce qu'elles ont un petit réseau, elles ont des personnes avec qui elles ont l'habitude de travailler. Et si par exemple comme nous la sage-femme qui vous fait le suivi mensuel et les échographies ou autre ne fait pas forcément les cours de prépa, ou bien parfois il y a des sages-femmes qui font tout sauf les échographies, dans ce cas là demandez à votre sage-femme: est-ce que vous avez quelqu'un à me recommander pour telle chose? Et souvent comme elles bossent ensemble, elles ont un peu la même philosophie, elles ont un peu les mêmes
disons les mêmes habitudes de pratique et ça peut être intéressant pour vous, si vous êtes à l'aise avec certaines méthodes, de ne pas vous retrouver chez quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes méthodes, avec qui le feeling va pas forcément passer. En général, quand les sages-femmes se recommandent entre elles, c'est qu'elles ont quand même une éthique de travail qui est assez ressemblante. Donc voilà, c'est un bon tuyau, on va dire, que de demander directement à nos professionnels de santé: avez-vous quelqu'un à me recommander? Puisque vous avez déjà confiance en une personne, donc logiquement si vous allez voir quelqu'un qui vous a été recommandé par une personne de confiance, vous allez probablement être un petit peu plus à l'aise que chez une inconnue totale. Ensuite on continue un petit peu dans le temps et cette fois on arrive à l'échographie du deuxième trimestre qu'on a fait à peu près vers 23-24 semaines aménorrhées. Cette deuxième échographie pour moi c'est la meilleure, c'est celle qui m'a le plus plu. C'est vraiment, j'ai trop aimé cette échographie, elle dure très longtemps, nous on nous avait dit de compter un bon 45 minutes. Parce que c'est une échographie pendant laquelle on va tout regarder à la loupe et c'est là où je me suis dit mais premièrement la technologie c'est une pépite, c'est vraiment, je suis impressionnée par ce qu'on réussit à faire médicalement. Les échographies c'est quelque chose qui m'a marqué à chaque fois que j'en ai eu une, parce que on va vous montrer tout en détail, les organes, la vessie, l'estomac, les membres un par un, les flux sanguins un par un. Tout le cœur va être examiné en détail, les 4 valves du cœur vont être examinées en détail. C'est aussi une échographie pendant laquelle en général on peut dire de manière un petit peu plus sûre le sexe de l'enfant. Nous on l'a su un peu avant, mais cette échographie là c'était la date butoir qu'on nous avait dit à ce moment là c'est sûr vous le saurez. Et on voit tout en fait, c'est incroyable, on voit le cerveau, on voit les différentes parties du cerveau, on voit encore bébé en entier parce qu'il n'est pas trop grand, donc on arrive encore à le voir plus ou moins en entier de profil par exemple. On voit toujours cette colonne vertébrale, les os, je me souviens qu'on avait mesuré le fémur, le périmètre crânien, le périmètre abdominal, toutes ces mesures sont prises et ça va aussi donner une estimation du poids de bébé. Et enfin du coup la dernière chose de ce deuxième trimestre qui a été importante, il y a eu le diabète gestationnel d'une part, mais ça j'aimerais vraiment en faire une vidéo dédiée pour expliquer étape par étape comment ça s'est passé et qu'est-ce que j'ai fait concrètement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je trouve que cette information manque beaucoup sur internet. J'ai trouvé peu de contenu sur le diabète gestationnel qui m'ont vraiment aidé et satisfait, donc je vais créer le contenu que j'aurais aimé voir tout simplement. Et la deuxième chose que j'ai appris sur cette même prise de sang, c'est que j'étais en forte anémie. Alors ça, c'était hyper décevant parce que quand on a examiné mon alimentation, à savoir que je ne mange pas de viande et de poisson, donc beaucoup de personnes auraient pu dire oui c'est à cause de ça et tout, mais quand médecins et sages-femmes ont examiné mon alimentation, elles m'ont dit il n'y a absolument aucun souci, vous n'avez rien à changer, tout est nickel, juste votre corps ne suit pas tout simplement parce que vous êtes en train de fabriquer un bébé et qu'il faut du fer pour deux. Donc j'aurais pu manger ce que je voulais, ça aurait rien changé. J'ai demandé si manger de la viande ou du poisson améliorerait la situation. Elles m'ont clairement répondu que non, ça ne changera rien du tout, c'est mon corps qui ne balance pas assez. Donc pour ça j'ai été supplémentée d'abord en complément alimentaire en fer, ce qui n'a pas suffi, ça faisait des mois que j'étais complémentée et ça ne suffisait quand même pas. Donc j'ai dû recevoir une perfusion en fer. Ça se passe pour moi en tout cas ça s'est passé à la maternité dans laquelle je vais accoucher. T'es installé pendant un peu plus d'1 heure dans un fauteuil avec une perfusion. Moi la perfusion il me l'avait fait ici au niveau du poignet et c'est un liquide couleur coca un peu qui est, le fer c'est très foncé. Et donc c'est un liquide comme ça qui nous est injecté et puis après il nettoie un petit peu avec une solution saline si j'ai bien compris. Et voilà, c'est fini. c'est vraiment magique, c'est juste 1 heure un peu plus. Et terminé, tu peux rentrer chez toi. Par contre les effets sont incroyables. À savoir que à cause de l'anémie, j'avais beaucoup de symptômes vraiment pas cool. J'étais hyper fatiguée tout le temps, même quand je faisais rien. J'avais beaucoup de vertiges, j'avais des trous de mémoire immenses, j'avais des gros troubles du sommeil. Vraiment j'étais pas bien et tout ça était dû à l'anémie. J'ai été perfusée en quelques jours.
je sentais une différence de malade. Alors ça n'a pas tout résolu dans le sens je suis quand même enceinte, voilà. Mais par contre j'ai vraiment senti une différence. À savoir que le fer, oui on sent une différence immédiate, mais les globules rouges mettent à peu près 90 jours à se recréer. Donc on va mettre à peu près 90 jours à ne plus être en anémie. Si vous faites une prise de sang, il va falloir attendre un certain temps avant de voir le résultat final de cette prise de sang grâce à la perfusion de fer. Pour moi j'ai eu besoin d'une seule perfusion parce que mon poids et mon taux de fer se croisaient dans un petit tableau et disaient que j'avais besoin d'une seule perfusion. Certaines personnes, si par exemple elles ont un poids plus élevé ou qu'elles ont un taux de fer qui est plus bas que le mien ou voilà, et ben, ça peut changer. Il peut y avoir 2 perfusions, il peut y en avoir plus à différents moments. En tout cas elles sont un minimum espacées d'une semaine d'après ce que les médecins m'ont expliqué à l'hôpital. Voilà pour le 2e trimestre et maintenant on arrive enfin au 3e. Le 3e c'est le trimestre où on a le plus de rendez-vous. Heureusement qu'il y a un congé maternité pour juste pouvoir placer tes rendez-vous sans t'absenter tous les 2 secondes du travail. C'est vraiment un moment où il y a eu plein de choses. Après c'est spécifique aussi à mon cas, mais j'ai eu énormément de rendez-vous et c'est pas encore fini puisque j'ai encore quelques semaines là à faire. Et c'est pénible en fait, c'est fatigant. Parce que déjà t'arrives en fin de grossesse, t'es fatiguée, mais en plus tu dois tout le temps courir à droite à gauche. Donc je vais essayer de vous dire toujours dans l'ordre chronologique comment ça s'est passé. D'abord on a toujours les analyses mensuelles, urinaires et sanguines que je vous répète depuis le début de la vidéo. Et on arrive aussi à l'échographie du 3e trimestre. Cette échographie du 3e trimestre, il revérifie grosso modo la même chose qu'au 2e trimestre. La taille des membres, périmètre crânien, périmètre abdominal. Nous ils nous ont mesuré encore taille du fémur. Ils nous ont mesuré... qu'est-ce qu'ils ont mesuré? Franchement ils ont mesuré plein de trucs. Ils ont regardé les organes, ils ont vérifié le cœur. Enfin elle a vérifié le cœur. Toutes ces choses là. Une échographie qui était impressionnante mais beaucoup moins que la 2e parce qu'en fait bébé est de plus en plus gros, donc on ne peut plus le voir au complet. Il est beaucoup trop grand dans le ventre pour qu'on le voit en entier, donc on voit par morceaux, on voit une jambe, on voit des pieds, on voit des mains, on voit une tête, mais on voit pas un corps au global. Et d'ailleurs à ce moment là certaines échographistes proposent des échographie 3D qu'on a eu au 2e trimestre et qui était très concluante, mais qu'au 3e trimestre on n'a pas du tout réussi à avoir parce que le bébé était beaucoup trop en boule, beaucoup trop fermé, il montrait pas du tout son visage, donc on n'a pas eu d'échographie 3D. Je crois pas que je l'ai précisé, mais cette échographie là elle a été faite à peu près vers 33-34 semaines aménorrhées. Et c'est aussi le moment de vérifier dans quel sens il est. Est-ce qu'il a la tête en bas ou est-ce qu'il a la tête en haut ce bébé? Et ben je vous le donne dans le mille, après le diabète gestationnel, on a un bébé en siège. Et forcément de ce bébé en siège a découlé d'autres rendez-vous que je vais vous citer maintenant. Déjà, bébé en siège, ça a donné lieu à quelques petites mesures supplémentaires, notamment la tête du bébé pour savoir si elle peut passer par voie basse ou non. Auquel cas, ils vont aussi faire un examen du bassin, une radio qui s'appelle, attendez j'avais noté les noms, une radiopelvimétrie ou un pelviscan. En gros ils mesurent votre bassin pour savoir si la tête de votre bébé peut passer ou non, à savoir est-ce qu'on peut autoriser une voix basse ou pas, ou est-ce qu'on finit en césarienne parce que la tête du bébé ne passera pas. Voilà, parce que en siège, c'est du coup d'abord le bas du corps, les fesses, les pieds, finalement tout le corps du bébé qui sort, et ensuite si la tête reste coincée, bah, c'est super dramatique, parce que là il n'y a pas moyen de remettre le bébé à l'intérieur pour le sortir par césarienne. Donc faut le savoir avant, évidemment. Avant de passer par tout ça, ils proposent aussi différentes options dont je vous parlerai peut-être dans une vidéo dédiée sur les bébés en siège
l'expérience que j'ai pu avoir. Notamment on est passé par la case, je suis passée, parce que là pour le coup papa ne sert pas à grand chose dans cette histoire, je suis passée par la case acupuncture et il peut potentiellement m'être proposé une version par manœuvre externe, c'est-à-dire faire tourner le bébé à l'intérieur du ventre pour le mettre tête en bas. Ça se fait en général, ça se fait tout court à l'hôpital, obligatoirement à la maternité, par un ou une gynécologue, et ce rendez-vous il doit être programmé à partir de 37 semaines aménorrhées, pas avant, parce que c'est une manœuvre qui peut déclencher l'accouchement. Donc ils peuvent pas le faire avant parce que sinon c'est un bébé prématuré. Et forcément, elle se fait à l'hôpital parce qu'il y a un bloc opératoire qui est prêt en cas de détresse fétale, en cas de détresse de la maman ou quoi que ce soit. Si jamais il faut faire une césarienne d'urgence à cause de cette manœuvre, eh bien il y a un bloc opératoire qui est prêt. Il se peut aussi que tout se passe parfaitement bien et qu'il n'y ait pas besoin, que juste la version fonctionne, qu'il n'y ait pas d'accouchement déclenché à cause de ça, que tout se passe bien et juste que ensuite un accouchement classique soit possible. Mais il y a des risques et du coup tout est fait pour que au moindre signe de il y a un truc qui va pas, mais tout est pris en main et tout est pris en charge, etc. On reparlera éventuellement de cette version si je la fais, si j'en ai besoin et si je me retrouve à la faire, parce que j'y suis pas encore aux 37 semaines. Mais pareil, c'est un rendez-vous dont on nous parle déjà très tôt dans le 3e trimestre. Dès qu'on voit que bébé est en siège, on nous en parle énormément. Au 3e trimestre, tout comme au 2e, on a aussi continué l'aptonomie, donc c'est des rendez-vous supplémentaires, et on a commencé les cours de préparation à la naissance et à la parentalité. Ça s'appelle plus les cours de prépa à l'accouchement parce qu'il y a beaucoup plus que ça, et c'est 7 ou 8 cours, je ne sais plus, qui sont remboursés par la sécurité sociale, qui sont très fortement conseillés de les faire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui bah nos mamans elles ont jamais eu ça, on n'en a pas besoin, c'est bon, on sait accoucher. Alors oui, nos corps savent accoucher effectivement, par contre mentalement on n'est pas forcément prêt, par contre mentalement on n'est pas forcément outillé, physiquement on n'est pas forcément outillé pour savoir gérer des douleurs ou autres. Et je vais vous dire, pour avoir discuté avec plusieurs mamans, ma maman notamment, mais je veux dire des mamans des générations précédentes qui n'ont pas eu accès à toutes ces informations là, elles me disent toutes à quel point c'est formidable toutes les infos qu'on a aujourd'hui, toutes les possibilités, les préparations qu'on a aujourd'hui, et à quel point elles auraient aimé elles aussi bénéficier de ça pour moins mal vivre leur accouchement et leur début, leur postpartum, leur début de parents, etc. On a parlé de toute la partie anatomique en fait de la femme et de comment est-ce que ce bébé va finir par sortir, forcément parce qu'il doit sortir à un moment ou un autre, de comment se déroule un accouchement par voie basse, comment se déroule un accouchement par voie basse en siège, comment se déroule un accouchement en césarienne. Bref, on nous montre toutes les possibilités, toutes les éventualités, on nous parle des risques, on nous parle des avantages de certaines choses, des inconvénients de certaines choses. C'est un espace où on peut poser toutes nos questions. C'est un espace où on va apprendre à gérer les douleurs des contractions, à reconnaître des contractions aussi avant tout, à savoir quand est-ce qu'on doit partir à la maternité si on y accouche. Moi je vous parle juste de accoucher en maternité parce que je n'accouche pas en maison de naissance et parce que je n'accouche pas à la maison. Donc je ne peux vous parler que de cette possibilité là, mais il y a d'autres options qui existent et c'est à vous de vous renseigner selon vos besoins et vos envies. Donc on évoque en fait toutes les étapes d'un accouchement et on évoque aussi beaucoup le postpartum et tout ce qui va suivre, les examens qu'il va falloir faire après, dont je vous parle pas dans cette vidéo parce que j'y suis pas encore, donc je peux pas encore en parler. Et aussi de tout le suivi qu'on va avoir ou qu'on peut avoir si on le désire en postpartum. Il y a aussi tout un cours qui était disponible pour nous soit sur l'allaitement soit sur nourrir son bébé au biberon, qui nous aide beaucoup, pareil où on peut poser plein de questions, et un dernier cours sur tout l'aspect puériculture entre guillemets, savoir changer une couche, savoir donner le bain, enfin tous les trucs de voilà, s'occuper de son enfant une fois qu'il est là quoi. Et on a rajouté à ça un cours de portage qu'on n'a pas encore fait du coup au moment où je tourne cette vidéo, mais parce que c'est un souhait de ma part en tout cas de porter mon bébé et j'ai envie de connaître les différentes options possibles et de savoir comment faire pour que ce soit sécuritaire tout simplement. Donc un cours de portage qui a été rajouté pareil avec ce fameux cabinet de sage-femme qui nous a fait les cours de préparation.
Et c'est déjà pas mal hein, niveau préparation, parce que pour le coup ça fait en tout une dizaine de rendez-vous, sans compter l'aptonomie et sans compter toute la partie hôpital. Et d'ailleurs, la partie hôpital, on a à un moment donné un rendez-vous anesthésiste. Et ce, que vous souhaitiez ou non la péridurale, ce rendez-vous est obligatoire. Et il est très important parce qu'en fait, on peut très bien partir en disant je veux pas la péri et finalement la demander quand même, c'est une possibilité. On peut aussi partir en disant je veux pas la péri mais tu finis en césarienne d'urgence, donc tu as besoin d'une anesthésie. Enfin, il y a plein de possibilités. Donc il y a... le rendez-vous anesthésiste il est obligatoire parce qu'on ne sait jamais comment ça peut se passer. Tout comme on peut arriver en disant je veux pas de péri et un accouchement voix basse le plus physiologique et tout, et ça fonctionne parfaitement. Je vous parle à chaque fois des éventualités, mais ça peut tout à fait se passer comme sur des roulettes et tout comme on l'avait imaginé. C'est une possibilité, mais ce n'est pas le 100%, le risque zéro n'existe pas. Donc rendez-vous anesthésiste. Pour ce rendez-vous, il faut remplir tout un tas de papiers. Donc je les ai fait juste avant de tourner cette vidéo, donc c'est encore très frais dans mon esprit. Vous avez un questionnaire sur vous, sur vos antécédents médicaux, sur les traitements médicaux que vous avez actuellement. On vous demande plein de détails sur les antécédents familiaux, sur les possibles réactions allergiques à certains produits, si vous avez des hémorragies, si vous avez déjà eu des hémorragies, si vous avez déjà eu des AVC, si vous avez déjà eu plein de choses qui peuvent être utiles à savoir pour un anesthésiste ou une anesthésiste. Donc de ce côté là c'est un gros questionnaire à répondre. Ensuite vous avez aussi une petite feuille avec prévention des risques, concrètement qu'est-ce que ça implique de faire une péridurale, qu'est-ce que ça implique de faire une rachianesthésie. Ils sont obligés en fait de vous raconter les pires trucs qui peuvent vous arriver parce qu'ils doivent vous prévenir de ce qui est potentiellement possible. Sans forcément que ça soit le cas, encore une fois. Ils vous disent que vous allez avoir des trucs super graves, mais ça se trouve vous allez rien avoir du tout et tout va bien se passer. Mais ils sont obligés de vous prévenir des risques. Donc pareil, ce formulaire doit être rempli, signé, daté. Et ensuite vous avez une feuille de personnes à contacter en cas d'urgence, la personne référente. Pour moi forcément du coup c'était mon mari. Et vous avez aussi une proposition, alors c'était le cas dans ma maternité, c'est pas forcément le cas partout puisque ça dépend des études qui sont menées et tout, mais on m'a demandé si j'étais d'accord que mes données soient anonymisées et réutilisées dans le cadre de recherche, chose qui à titre personnel ne me pose pas du tout de problème parce que j'estime que ça fait avancer la médecine et qu'on bénéficie de ces avancées de médecine. Si aujourd'hui j'ai pu être aussi impressionnée par des échographies, c'est parce qu'il y a des gens qui ont bien voulu jouer les cobayes avant moi. Donc voilà, mes données de toute façon elles vont être stockées par l'hôpital, alors qu'elles soient utilisées par le centre de recherche ou pas, de manière anonyme. Voilà, moi ça me dérange pas particulièrement. Et ensuite il y avait aussi des informations à donner, tout ce qui est carte vitale, mutuelle. Il me demandait ma prise de sang du 6e mois, donc avec tout ce qui était hémogramme, diabète gestationnel, ferritine, etc. Enfin voilà, c'était cette prise de sang là. Et il me demandait aussi ma carte de groupe sanguin. Je vous ai dit dès le début que cette carte était très importante, évidemment ils vont vous la demander à ce moment là aussi. Donc la carte de groupe sanguin, et vous donnez tout ce dossier là à l'anesthésiste et ensuite vous avez un rendez-vous avec cet anesthésiste. Pour ma part qui se fait en visio sur Doctolib, mais ça peut aussi se faire en présentiel. C'est un moment d'échange où on vous pose des questions sur votre projet de naissance potentiellement, qui peut être plus ou moins respecté selon votre situation médicale, et où on vous pose aussi des questions tout simplement sur votre santé pour savoir s'il y a des contre-indications à l'anesthésie ou pas. Parce que certains ont des certaines, en l'occurrence pour les femmes enceintes, ont des contre-indications médicales à certains types d'anesthésie, et certaines par exemple vont être anesthésie générale obligatoire parce qu'il n'y a aucune autre anesthésie qui est possible pour elles. C'est vraiment au cas par cas. C'est pour ça que ce rendez-vous il est vraiment hyper important et obligatoire, parce que c'est du cas par cas et que votre grossesse n'est pas celle d'une autre et votre sensibilité à l'anesthésie n'est pas celle d'une autre non plus. Et pour terminer, au 9e mois, il y a un dernier rendez-vous à la maternité pour finaliser le dossier, pour faire une échographie de croissance si c'est nécessaire, pour voir si bébé est dans le bon sens ou toujours pas éventuellement, programmer une VME éventuellement, en l'occurrence pour les bébés en siège. Tout se fait bien sûr avec votre accord, vous pouvez tout à fait refuser
de faire une version par manœuvre externe et choisir de faire une césarienne parce que vous le sentez pas, accoucher en siège par exemple, par voie basse. En fait tout doit être fait avec votre consentement. Je l'ai pas rappelé de toute la vidéo, mais bien évidemment tous les examens sont à réaliser uniquement avec votre consentement. On ne peut pas vous imposer ces examens. Il y en a qui sont vraiment importants à faire pour des raisons de santé, pour protéger de certains risques, mais ce n'est absolument pas une obligation. D'ailleurs, pour la prise de sang pour la trisomie au premier trimestre, on avait dû signer un formulaire de consentement. Ce n'est pas obligatoire. Il y a des parents qui ne veulent pas savoir s'il y a un risque ou pas. Ça dépend de chaque vécu, de chaque famille, de chaque souhait ou quoi, mais à chaque fois votre consentement doit être demandé pour tout acte médical, que ça soit pour vous examiner, que ça soit pour une échographie, que ça soit pour des prises de sang, que peu importe, on doit requérir votre consentement pour ça. Et ça dure toute la vie en fait, pour tous les examens médicaux de votre vie, mais particulièrement là pendant votre grossesse. Et je trouve ça particulièrement important parce que pendant la grossesse, on a tellement de personnes qui gravitent autour de nous, on a tellement de personnes qui nous examinent de tous les côtés, qui nous piquent de tous les côtés, parce que voilà, il y a plein de choses. Et au troisième trimestre, il y a aussi le vaccin, si vous n'êtes pas à jour, qui est très fortement conseillé entre je sais plus trop, un truc comme 26-27 semaines et 32-34 semaines, un truc comme ça. On vous dit faites le vaccin tétanos, coqueluche et tout le reste parce que les anticorps sont transmis au bébé. J'ai eu l'impression, surtout pendant ce troisième trimestre, d'être piquée de partout. J'ai eu les prises de sang mensuelles, j'ai eu la perfusion, j'ai eu l'acupuncture, j'ai eu le vaccin. J'ai vraiment eu la totale des piqûres, et si tout ça n'avait pas été fait dans le respect du consentement, dans l'explication de qu'est-ce qui se passe, de pourquoi on fait ci et ça, je pense que je l'aurais vraiment mal vécu, parce que j'ai déjà... je l'ai pas mal vécu, mais disons que ça m'a saoulée d'être tripotée de partout, d'être examinée de partout, d'être piquée de partout, d'être... tout le temps en train de me déshabiller d'une partie et tout pour qu'on vérifie ci et ça et ça. Je trouve que au début t'es dans l'enchantement de ah je suis enceinte machin, et du coup ça glisse, mais là en fin de grossesse, surtout avec la réduction de la mobilité aussi, forcément ça doit jouer, mais je trouve que ça devient pénible en fait d'être tripotée de partout, de devoir tout le temps se déshabiller, se rhabiller pour ci ou ça. Et si ça n'avait pas été fait avec douceur, bienveillance, consentement et tout, je pense que j'aurais eu vraiment du mal à le vivre, mais comme nos professionnels de santé sont top, et ben ça a toujours été respecté, et je l'ai mieux vécu. Mais je trouve que c'est important de le rappeler, de dire que on doit avoir votre consentement pour faire toutes ces choses là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura peut-être aidé à voir à long terme qu'est-ce qui vous attend, parce que au début de ma grossesse j'ai regardé beaucoup de vidéos, témoignages de premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, et à chaque fois je me disais mais il y a trop de trucs mélangés, le côté administratif, le côté médical, le côté ressenti, le côté symptômes et tout. C'est pour ça que j'ai séparé les vidéos et que je vous fais des vidéos par trimestre certes, mais je vous fais aussi un récap de l'administratif et un récap du côté médical, parce que j'avais du mal à me projeter en fait dans ce pan là, et j'aurais bien aimé avoir ce genre de trucs fluides sur les 3 mois. Voilà tous les examens médicaux qui vont se passer tout simplement pendant la grossesse, et il y en a probablement d'autres qui peuvent aussi arriver que je n'ai pas cité parce que je vous parle vraiment de mon cas personnel. Je sais qu'il y a plein d'autres choses qui existent, je sais qu'il y a d'autres façons de faire qui existent, mais pour ma part c'est ce que j'ai vécu, et ça semble être une expérience assez globale, c'est-à-dire quand j'entends les autres parler, j'ai l'impression que tout le monde a un peu vécu les mêmes choses, les prises de sang tous les mois, le test de diabète gestationnel, les 3 échos, enfin voilà, je vous ai parlé de trucs vraiment basiques. Il y a quelques petits trucs spécifiques à mon cas comme le diabète gestationnel ou bien le fait que bébé soit en siège et que j'ai fait quelques petits trucs en rapport avec ça. Mais encore une fois, c'est une expérience que je suis loin d'être la seule à vivre. Le diabète gestationnel, il y a beaucoup de personnes qui l'ont. Les bébés en siège, ça arrive aussi régulièrement.
Voilà, c'est un truc assez basique que je vous ai raconté là, donc normalement vous devriez à peu près y trouver votre compte. En tout cas j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura un petit peu éclairé et à bientôt.